France. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que, ma foi, vous êtes là tranquillement avec les spécialistes, avec les journalistes spécialistes en fait, pour nous parler de ce qui s'est passé en Martinique et dans le monde cette semaine. Bonsoir Daniel Compère. Bonsoir ça va Mano. bien? Bonsoir à tous, ça va, ça peut aller. Rédacteur en chef donc, du journal Progressiste. Toujours que nous fidèle au voyons poste. à l'antenne. Et en première page, une de couverture, Serge Letchimy avec un sourire. Oui. C'était à l'occasion de... C'est une interview que notre journaliste Serge Souffleur a faite de lui. Et on m'a recommandé de mettre une photo agréable. Alors j'ai choisi une photo où il est tout souriant, comme il est souvent. Bien, très bien. Merci beaucoup. Bonsoir Michel Bouanchy. Bonsoir à tous et à tous. Rédacteur en chef de Justice, que nous voyons à l'antenne. Cette semaine, c'est solidarité avec Haïti, un devoir moral. Tout à fait. Oui, nous avons voulu réagir à la semaine dernière au fait que, à un moment donné, on ne savait pas comment acheminer les dons des Martiniquais en Haïti parce que l'armée française ne pouvait pas dégager un bateau. Il semble qu'entre-temps, alors c'est notre éditorial signé Maurice Belrose qui a trempé sa plume dans le vitriol. Dans le vitriol. On me demandait est-ce qu'on ne veut pas que les Martiniquais soient solidaires des Haïtiens. Et en même temps, il en a profité pour démolir un certain nombre de préjugés sur Haïti, Haïti maudit, etc. Enfin, des choses qu'on entend et qu'il faut combattre. Qu'il faut combattre. Et donc, entre-temps, heureusement, il semble que le problème, les associations aient pu trouver une solution. Bien. Eddie Mahajou, bonsoir. Le boss d'Historial, entre autres, et le... Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir Mano. Historial qu'on voit à l'antenne dans quelques instants, oui. Je suis très content d'être là. Puis je vous apporte à nouveau les félicitations de plein de gens que j'ai rencontrés dans la semaine et qui nous attendent chaque vendredi soir. Il me dit ça, moi, qu'à attendre les autres. Il y en a un qui m'a téléphoné ce midi pour faire allusion à l'émission de la semaine précédente. Oui, sur un point particulier. Quand je me fais remonter les bretelles par Gabriel, par exemple. Non, là c'était le point particulier, c'était comme nous avons parlé du lycée Chelcher. Ah oui, j'ai reçu aussi pas mal de trucs sur le lycée. Le lycée Chelcher, ça fait réagir toujours. Ça fait réagir. Ah ouais, c'est un truc sur la... cette histoire, cette affaire a fait bouger les gens. Non, surtout sur la partie liée où je parlais de discrimination. Oui. Voilà. Donc, exact. Oui, je crois qu'effectivement cette émission-là a sensibilisé, on va dire ça. Tout à fait. Ouais. Alors, cette semaine, l'actualité est dense, comme chaque semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je voudrais qu'on revienne sur cette histoire d'Hollande du président François Hollande avec son livre. Non, mais c'est vrai. Maintenant qu'il est sorti, maintenant que le livre est sorti. Le livre est sorti, il est en librairie. Maintenant, mais c'est voir quand même l'habilité qu'il a quand même pour redresser certaines situations. Parce que ce qu'il a dit quand même sur la justice, et vous avez vu comment après, comment il a arrangé les choses pour calmer le jeu. Voilà. Mais par contre, il a presque fait oublier que c'était le lancement de la primaire de la droite avec ce livre-là. On ne parle plus de la primaire de la droite, on parle que de ce que le président a dit. Mais il y a quand même quelque chose qui sort maintenant, même chez les socialistes qui semblent assez gênés, c'est qu'on commence à dire que Manuel Valls serait peut-être meilleur candidat que François Hollande. D'après certains sondages, il semblerait. Oui, mais c'est vrai que ce livre est interprété par beaucoup. Est-ce que ce n'est pas un suicide politique? Bon, d'aller faire des confidences de cette nature. Et il y a un truc qui est sorti entre-temps. Hollande aurait dit qu'il a accepté ou donné l'ordre de commettre ce qu'on appelle des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire que les services secrets exécutent un certain nombre de personnages, notamment des terroristes, quoi. Bon, alors... Un peu ce qu'Obama fait avec ses drones. Bon, alors... et les réactions, c'est que... alors, il y a ceux qui disent « Ah non, c'est inadmissible, etc. » Mais ça, c'est des hypocrites.
Non, c'est des hypocrites. Et effectivement, on sait très bien que même les grands pays démocratiques se livrent à des exécutions de leurs adversaires. Bon. Par contre, ce qui n'est pas admis, c'est qu'on le dise. Ouais. Et que ça fait partie de la fonction présidentielle, du secret d'État qu'on ne doit pas enfreindre. Et ça c'est... Alors bien sûr, ses adversaires politiques ont dit que là aussi, il manquait de stature présidentielle. Il manquait de hauteur. De hauteur. Bon, notamment Juppé. Je pense qu'il est dans un choix stratégique qui est bien particulier, qui est celui de dire, en disant des choses normales, en me comportant comme quelqu'un de normal, qui ne cache rien, qui parle ouvertement, je vais fracasser l'establishment, donc je vais attirer, vous imaginez bien les médias, je veux dire, un président qui vous dit, bon, moi j'ai descendu avec un drone tel terroriste, c'est un moment extraordinaire dans la vie d'un journaliste qui aurait ce type de confidence. Donc il y a 3 livres de confidence. Et ça, sur un plan purement médiatique, c'est-à-dire sur une séquence courte, j'élimine toute forme de concurrence médiatique. Alors peut-être que sur le plan électoral, ça ne va pas payer, mais ça ne va pas payer non plus chez mes adversaires. C'est ça sur lequel il fait un pari. Parce qu'en réalité, et on le sait, les 30%, en 30 à 40% de décis aux élections présidentielles se décident dans les 10 jours qui précèdent l'élection. Tout à fait. Donc si tu arrives à éliminer tes adversaires politiques 6 mois avant, eh ben, il y aura moins de monde 10 jours avant l'élection. Parce que c'est ça le pari. Et ce pari-là, il y a d'autres candidats qui ont travaillé dessus. En particulier, on se souvient de Manuel Valls qui disait, parce que je vous rappelle que Manuel Valls a participé aux primaires. Aux primaires. 4,5%. Il est sorti dernier. Bon, faut pas oublier ça. Mais il a rapidement demandé de voter Hollande. Dès le premier tour. Oui. Il disait au moment des primaires des choses extrêmement dures. Et on disait, mais Manuel Valls, vous êtes très proche du langage du Front National. Bien évidemment, l'idée c'était de choisir, en fait, d'attirer une partie des électeurs de gauche qui allaient manifestement voter pour le Front National, pour qu'ils viennent aux primaires voter pour le candidat le plus extrémiste des socialistes. Bon, ça n'a pas marché. Mais ne vous étonnez pas que la posture médiatique soit une des armes de destruction massive. On a vu ce qui est arrivé à Cécile Duflot. C'est bien les médias qui l'ont tué, et pas le contraire. Mais alors, il y a quand même une chose dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est que malgré tout, d'une semaine à l'autre, c'est là d'une semaine à l'autre, c'est pourquoi nous devons nous garder de renchérir sur l'écume des choses. Bon, les médias font un tapage extraordinaire sur un certain nombre de choses et ça retombe quelques jours après comme un soufflet. C'est pour ça que nous qui avons la chance de nous exprimer avec le regard d'une semaine de recul, et aussi bien d'ailleurs journalistiquement que télévisuellement, c'est pourquoi nous essayons chaque fois de garder un peu notre sang-froid. Bon. L'histoire des magistrats, on n'en parle plus. On n'en parle plus, c'est fini. On n'en parle plus. C'est des policiers. Par contre, il y a à mon avis, dans ce calcul qui est fait par des experts en communication, il y a quand même des éléments auxquels il doit faire attention. C'est qu'il y a quand même des lois sociologiques qui sont propres à chaque pays. En France, par exemple, je ne suis pas sûr que l'opinion publique française goûte le fait qu'un président affiche sa vie privée, etc. Alors, c'est importé directement du monde anglo-saxon. Tout à fait. Bon, cela, quand vous regardez tous les anciens présidents, il y en a quelques-uns qui s'y sont risqués, ils se sont cassés la figure. Je pense à Giscard d'Estaing, avec Anémone. Ça n'a pas marché. Bon, Mitterrand, on parle de ses lettres d'amour, après sa mort. C'est vrai. Donc il n'est pas responsable. Oui, Daniel. Je vais dans le sens de Michel. Je ne suis pas sûr que la médiatisation de la vie privée sous tous ses aspects
n'est-ce pas, vraiment intéresse l'électorat. L'électorat. Hein, on est sur la base de l'électorat. Mais ce que je voulais demander, Mano, je prends ta place, Je t'en prie. à ses confrères éminents, pensez-vous que François Hollande va aller à l'élection? Va se présenter. Ça dépendra du résultat de la primaire. Oui. Si c'est Nicolas Sarkozy, il ira. Si c'est Juppé, il va beaucoup réfléchir et à mon avis, il n'ira pas. Même s'il perd la primaire de la gauche? Mais la primaire de la gauche est après. Est après. Oui. Oui. Il peut très bien ne pas se présenter aux primaires de gauche. Et puis y aller quand même. Non, en fonction des résultats de la primaire de droite. En disant, bon, écoutez, il a une porte de sortie. Ce n'est pas le résultat de la primaire, c'est la courbe du chômage. Il peut très bien dire, bon, voilà, au début décembre, bon, je n'ai pas réussi à inverser la courbe, je tiens parole, je n'y vais pas, et je présente Manuel Valls aux élections. Voilà. Pour lui, c'est rester dans la postérité comme quelqu'un de raisonnable. Qui a tenu parole. Qui a tenu parole, parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Voilà. Nicolas Sarkozy avait dit, je me retire de la vie politique. Oui. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et on a l'impression d'ailleurs que depuis quelques jours, il s'accroche même terriblement. Oui, tout à fait. Parce qu'il a senti déjà que c'est fini. Il a senti le boulet. Alors, vous avez parlé de... C'est pas sûr, ça. Vous avez parlé de Valéry Giscard d'Estaing. Et nous avons parlé aussi tout à l'heure, là, avant l'émission, du lycée Schellcher. Non, pendant l'émission, on a évoqué le lycée Schellcher. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qui a marqué lors du passage de Valéry Giscard d'Estaing à la Martinique, pas très loin du lycée Schellcher? Il avait pris un punch à l'abattoir, enfin un petit troquet qu'il y avait à l'abattoir, Ouais. avec des pêcheurs, je ne sais pas quand. On a fait ça, ouais. Non, alors, on m'a raconté l'histoire suivante. Je n'étais pas ici en Martinique à l'époque, mais en remontant le monde des chaussures sur la droite, Sur la droite, il y avait voilà. un coiffeur, un petit coiffeur, Il doit aussi, boire, un petit voilà. coiffeur. Voilà. Il s'est arrêté. Voilà. Il s'est arrêté. Il lui a donné la main. Et le type a gardé sa main dans sa poche pendant plus de 8 jours. Il pas laver la main. Vous pouvez pas laver la main. Ah là là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a raconté ça. Donc bonjour, il était vrai. Vous connaissez l'expression? Bonjour, pas Bonjour, vrai. pas vrai. Oui, Bonjour, il était il était vrai. vrai. Il mettait la main en poche. Alors, pour revenir à l'élection présidentielle, est-ce que vous pensez que Valls a des chances dans tout ça? S'il remplace Hollande, si Hollande n'y va pas et que Hollande le présente? Non, à mon avis, la gauche a perdu ses élections. La gauche a déjà perdu les élections, me semble-t-il. Chacun son tour. Chacun son tour. Ah, ça va être la droite pendant 5 ans. Puis ça ne dure que 5 ans. Ça peut être Marine Le Pen. Non, certainement pas. Non, alors, moi, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a... Pas sûr de quoi exactement? Que ça ne la sera pas Marine Le Pen? Ou que la gauche perde? Je ne suis... Non, moi, je crois que je suis assez quand même inquiet de la situation des crises qu'affronte la société française. Il y a manifestement une peur de déclassement, comme dans la plupart des grands pays occidentaux, des classes moyennes, des couches moyennes, qui quand même ont vu leur situation reculer. Il y a une angoisse de la jeunesse, qu'on retrouve ici d'ailleurs, de vivre moins bien Que leurs parents. que leurs parents. Il y a une fracture d'une bonne partie de la jeunesse immigrée et des banlieues, et ça nous ramène un peu à l'histoire des policiers. Oui, Bon. on va en parler. Et tous ces éléments-là, avec bien sûr, on va voir que l'association des maires va se réveiller ces jours-ci pour rappeler qu'en grande partie, la chute de croissance de l'économie française et justement la remontée du chômage pendant l'année 2016 est due à un facteur qu'on avait négligé, c'est que les collectivités locales à qui on a supprimé une bonne partie de leur dotation budgétaire, eh bien c'est elles qui, dans le tissu économique profond, de la France profonde, alimentent notamment ce qu'on appelle la commande publique. Ouais. Hein? Bon, donc tout cela, c'est un terreau, plus la question de l'immigration, la question des immigrés, la peur de l'autre, qui est et le sécuritaire que l'on met en avant, hein, les peurs. Et ça, c'est un contexte assez inédit
c'est pas la reproduction, simplement, à mon avis, de 2012. C'est un contexte, et ça veut dire que la gauche, quand même, a une lourde responsabilité d'arriver à l'issue de son mandat en laissant une situation de ce type. Oui, Daniel. D'autant qu'il ne faut jamais oublier, j'aime à le rappeler parce que on s'installe dans une sorte d'habitude que nous sommes toujours en état d'urgence à cause de menaces terroristes. Ça, c'est le gag absolu. Mais oui, Mais oui. on finit par l'oublier. Et je me rappelle avoir déjà dit ici que si on l'oublie d'un certain côté, c'est parce que ce n'est pas comme dans certains pays où il y a une sorte d'état d'urgence permanent avec pratiquement une Kalachnikov Ouais. dans les reins. Là, c'est soft en France. Alors c'est sauf pour l'instant, mais il y a Pour fort, l'instant. à mon avis, il y a fort à parier que les terroristes vont être une des composantes majeures La prochaine campagne. de la campagne Oui, présidentielle. tout à fait. À la fois, effectivement, probablement dans les débats, mais surtout, à mon avis, dans les actes. Il ne faut pas se faire d'illusions. En plus, bon, sur un plan purement conjoncturel, il y a la bataille La bataille de Mossoul. La bataille de Mossoul. Et Mossoul, c'est la capitale irakienne de l'État islamique. Raqqa est la capitale syrienne. Et bientôt, Raqqa va être attaqué. Pour l'instant, les Russes et les Syriens s'occupent de Alep. Ouais. Et ensuite, ils iront probablement attaquer Raqqa. Mais ça veut dire en clair qu'il y aura un retour de bâton extrêmement lourd. Alors, concernant toujours le président de la République française, est-ce que c'est pas quand même un petit peu bizarre ou bien de l'entendre dire à la télévision, nous nous occupons de Mossoul et nous allons très bientôt nous occuper aussi de Raqqa. Je me dis, dévoiler les plans comme ça, c'est... Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu bizarre? Ou encore, quand je le vois retourner à Florin, je me dis, mais il doit avoir un souci quand même. Ou alors, vraiment, bon, il s'est dit que bon, c'est fini et puis... Il se lâche. Il se lâche. Il quoi. se lâche. Une des caractéristiques, effectivement, de Hollande, c'est qu'on a le sentiment qu'il a oublié que dans la plupart des pays occidentaux, en tout cas, si c'est en matière électorale, la politique extérieure n'est pas déterminante dans le vote des citoyens. Bon. Or, à chaque fois qu'il a eu une passe difficile, on a le sentiment que c'est le Mali, c'est la Centrafrique, c'est la Syrie, où il est en pointe. Je ne vais pas passer au créole. Qui ça, Bougla, il ne peut pas comprendre que l'opposition syrienne modérée, ça n'existe pas, que ce sont des islamistes armés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, Et le Qatar. la Turquie, et que à Alep, ils font exactement ce qu'ils font à Mossoul. À Alep, les islamistes servent de la population civile comme bouclier, comme l'État islamique va se servir des 1,5 million habitants de Mossoul, et qu'on le veuille ou non, une attaque dans une ville, c'est nécessairement une crise humanitaire. Absolument. Parce qu'il faudra prendre bloc par bloc, rue par rue, maison par maison. Par maison. Et c'est comme ça. Et c'est l'infanterie. Hein. Sinon, on fait Stalingrad. Voilà. Oui. On brûle tout et on prend une ville qui, après, n'existe pas. Ouais. On éradique. Ouais. Donc, alors, Et son retour à Florence, ça ne vous a pas surpris? Oui. Enfin, certains je dit goûte avec plaisir la manière dont la CGT l'a accueilli. Ne l'a pas accueilli. Ne l'a pas accueilli. Ne l'a pas accueilli. Bon. Non, mais- Et devant un public sélectionné, il a oublié que l'usine n'existe plus, quoi. Et vous vous rappelez de la stèle qui avait été en 2000, enfin, bon, au début, là, ils avaient, c'est bien ça, c'est ça. Après ces promesses, ils avaient fait une stèle pour Oui. annoncer tout ce que, enfin bon bref. Ici sont enterrés les promesses. Voilà, C'est c'est pas- comme ça. Oui. Mais je trouve quand même Tout à qu'il a, soit il a du tout père, il n'a pas de mémoire, quoi. Je me dis, retourner là, Florange, ou alors, bon. Ou il a du courage. Ou il a du courage. Mais bon. Non, mais je pense qu'il est, de toute façon, Hollande, et on le sait, et quand on relit sa vie, enfin, ses débuts de biographie, il est dans une situation systématique de décalage par rapport à la norme. Voilà. Et Très décalé. quand on lui a dit, moi je me souviens de la presse à cette époque-là, quand on lui a dit, mais François,
c'est pas la peine de te présenter à la primaire. Tu ne seras jamais président de la République. Et quand on demandait à la presse, quand on interrogeait les Français, c'était ça. C'était est-ce que vous pourriez imaginer François Hollande président? 6,5%. 6,5%. Il ne s'agissait pas de dire est-ce que vous allez voter pour lui. Est-ce que, regardez ce type, est-ce qu'il peut être président de la République? Il a été président de la République. Ouais. Donc il faut faire très, très attention aux circonstances de l'élection présidentielle française comme de l'élection américaine. Alors l'élection américaine, c'est plus compliqué parce que le vote est déjà à la Vote limite. indirect. C'est un vote indirect, donc c'est un vote déjà gagné d'avance, on va dire ça comme ça. À partir du moment où vous gagnez dans un État, vous raflez tous les grands électeurs, la totalité des grands électeurs. Donc c'est pas de la proportionnelle. Mais en France, on est dans un rapport de force qui est extrêmement intéressant parce que le jeu des deux plus grands courants automatiquement qualifiés pour le deuxième tour, il n'existe plus. Il avait déjà été mis en danger en 2002, mais là, il est clairement annoncé. Donc, en fait, l'élection présidentielle française a lieu au premier tour. Et quand on pense que l'affaire DSK aurait servi à Nicolas Sarkozy, finalement, c'est Hollande qui a profité de ça. Alors, certains pourraient penser que c'est lui qui a monté le coup. Hein. Ça s'appelle du machiavélisme. Non, quand même. D'après les gens bien informés, c'est quand même le coup est venu de la droite. oui. Ah bon? Le coup est venu de la droite. Oui. Les gens savaient très bien les penchants un peu prédateurs de DSK. Les types, on l'a mis en situation. Le préfet Ange Mancini le dit très clairement. Qui était ici. Oui, il le dit très clairement. On a eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger. Et il dit très clairement. Simplement, Sarkozy a pété un plomb en disant les mecs, vous avez été trop vite. Voilà. Bien. Et avec cette histoire, bon, c'est pas là, on ne pourra pas dire ce que ça veut dire, hein, le signe DSK, mais c'est devenu fort célèbre, hein, parce que ça a été transformé par la suite. Alors, cette histoire de policiers en France, c'est quand même là encore, c'est la gonne muette, la police, la gendarmerie, généralement. Elle n'est plus muette. Elle n'est plus muette, là, depuis une semaine, depuis 5 jours. La police n'est plus muette. Ils occupent le pavé en France avec le sigle, avec les voitures de fonction. Tout à fait. Ça montre bien qu'il y a un profond malaise quand même. Et puis à quelques mois des élections présidentielles en plus. Ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que normalement, ils n'ont pas le droit de manifester. En uniforme. Surtout en uniforme. Ils ont décidé de braver cette interdiction en sachant qu'ils sont passibles de sanctions. Ça m'étonnerait qu'il y ait des sanctions, mais enfin bon. Non. Hein? Non, il n'y aura pas de sanctions, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Okay, les policiers le savent. Ils savent que de temps en temps, ils ont droit à une espèce de sauf-conduit pour manifester. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de médias, hein, notamment Libération, qui pensent que ce sont des policiers manipulés. Oui. Moi, je pense qu'il y a un vrai malaise. Il n'y a pas de manipulation générale, mais il y a probablement une partie des policiers qui sont instrumentalisés par le Front National. Tout le monde le sait. Il y a un syndicat qui s'appelle Alliance. Bien sûr. Qui est un syndicat. Qui est représenté ici. Qui est représenté ici, oui. Un FEOD au niveau national. Au local, je ne sais pas. Au niveau national, qui est un FEOD au FN. Et, carrément. Ah ben oui. Quand on entend les thèses d'Alliance et qu'on écoute Philippot, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, et c'est là encore le rôle des médias, de manière quasiment systématique, quand il y a une demande de réaction à une problématique policière, le premier mec qu'on voit, c'est le mec d'Alliance. Et c'est impressionnant, ils ont un rapport aux médias parce qu'ils savent que ça pèse. Par contre, quand on mesure leur poids électoral, bon ben, ça pèse pas lourd. La FO Police, et puis il y a des syndicats autonomes qui sont beaucoup plus puissants en termes de. Mais ceci dit, moi je crois qu'il faut prendre cela très au sérieux. Je parlais des crises françaises. Ok ? Bon. Alors, résumons les choses. Pour que les choses soient claires, une fois pour toutes, c'est totalement inadmissible que des délinquants s'en prennent à des policiers avec la volonté de tuer, avec des cocktails Molotov
Et ça a bouleversé toute la population, tout le monde. Des barbares, dit Manuel Valls. Bon. Et en plus, les conditions dans lesquelles ça s'est produit, c'est parce qu'on mettait des caméras et que ça gênait les trafics de drogue. Oui, tout à fait. Et on a même vu une partie de la population locale prendre parti pour les assassins. Bien. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a déjà une économie Ah bah oui. de la drogue dans certains coins en France. Ici en Martinique aussi. Hein. À la Grande Borne notamment. Autrement dit, il y a des gens qui vivent de ça. Et que sans prendre, tenter de démanteler ces réseaux a dérangé un commerce lucratif. Donc, d'où cette réaction. Bon. Donc, première crise. Deuxième crise. Ils en ont ras-le-bol pourquoi? Là, tu parles des policiers. Les policiers. Parce qu'on les a trop utilisés contre les manifestations de la loi El Khomri. La loi El Khomri, c'est quoi? C'est la démolition du Code du travail. Et certains policiers, malheureusement, quand même, il faut le dire, ont participé à des manipulations qui ont considéré les manifestants comme des terroristes. Troisième crise. Ils sont trop utilisés concernant la question du terrorisme. OK? Donc, la manifestation des policiers, il faut l'analyser comme non pas comme c'est comme un symptôme. C'est un peu comme un bouton qui un prurite. Un prurite de la société française. Bon. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Pour résoudre cela, il faut encore plus de policiers, encore plus de répression, etc. etc. C'est-à-dire, on fait la fuite en avant, de mon point de vue, dans le tout sécuritaire. Mais quelque part aujourd'hui, on a l'impression quand même que les choses partent dans tous les sens. Aujourd'hui, on ne respecte pas les policiers, on ne respecte pas les professeurs, on ne respecte pas le curé. Il y a longtemps qu'on ne respecte plus les professeurs. Oui, mais Est-ce monsieur, que quelque part, de manière systématique. il y a la partie de choupoutel comme Non, ils Oui, ont fait mais c'est vrai, ce que pensent les gens. Oui, C'est vrai. Là encore, c'est une vision très stratifiée et puis arrêtée sur le temps. Et moi, je ne la partage pas. Je vous rappelle qu'au cours des 30 dernières années, puisqu'on peut remonter chacun de nous à cette époque, des manifestations de policiers, il y en a eu, réprimées par d'autres policiers. Certes. OK? Des policiers attaqués, caillassés, il y en a eu, etc., etc. Donc, on est dans un rapport de force qui est permanent dans une société démocratique qu'il est extrêmement difficile de préserver au jour le jour. Préserver une société démocratique, c'est un jeu plutôt complexe. Plus complexe en tout cas, tout simplement parce que la notion de liberté est centrale, qu'une dictature. Pas ni liberté, donc c'est pas très compliqué. Hein. C'est sous démodé au prix. Tandis que là, bon... Et puis combien de policiers? 50, 100 sur des dizaines de milliers de policiers, voire non, des centaines de milliers de policiers, bon, ça pèse pas lourd. Et quand on fait leur profil, vous avez vu en plus, c'est des types qui, ceux qui sont filmés, c'est des types qui ne veulent pas qu'on les filme. Et puis qui sont brutaux avec les journalistes. Hein. Ils ont frappé les journalistes en leur disant, t'as pas qu'à filmer nous. Ben, attends, tu fais une revendication. Ils n'ont pas le droit de la faire, donc ils préfèrent ne pas être filmés. Il y en a qui sont cagoulés aussi. Hein, mais non, mais parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Si tu ne veux pas qu'on te reconnaisse, ben ne défile pas. Si... Ne défile pas, puisque tu défiles pour qu'on sache que tu défiles. Qui est-ce qui va dire que tu défiles? Des journalistes. Des journalistes, pas des policiers. et tu frappes des journalistes pour qu'ils ne te... Mais non, on va filmer des bras avec police et puis des jeans. Non, il est évident que sur la base de ce malaise réel, qui a des causes profondes, il y a aussi des... Je rejoins ce qu'il disait, il y a aussi une volonté de manipulation parce que nous sommes en période électorale. Voilà, bien sûr. Bon, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, parce que ceux qui les soutiennent bruyamment, ils annoncent qu'ils vont supprimer 400 000 fonctionnaires.
dans leur programme électoral. Nicolas Sarkozy dit moi je vais continuer à éliminer des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires de police. Et Fillon, pendant le débat, dit je regrette, c'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui t'élaye, c'est Sarkozy qui t'élaye. Je regrette d'avoir licencié, éliminé des policiers. Vous vous rendez compte? Daniel, tu voulais intervenir? Je voulais intervenir parce que la différence, peut-être, pour rebondir sur ce que disait Eddy, il y a toujours eu des policiers attaqués, caillassés, etc. La différence, c'est que, les policiers jouent un double jeu, effectivement, en manifestant pour être entendus et en ne voulant pas être filmés. Il faudrait savoir. Ouais, Mais déjà. ce qui me semble-t-il est différent, c'est que, alors on a parlé de la spontanéité des manifestations, je n'y crois pas un instant, mais par contre, c'est comment dirais-je, le fait que les manifestations se passent dans plusieurs villes en même temps, plusieurs grandes villes en même temps. C'est donc quelque chose d'organisé. Ça n'est pas si spontané que ça. Et troisièmement, j'ai lu ou j'ai entendu un sondage pour revenir à l'élection présidentielle, selon lequel plus de la moitié des policiers s'apprêtent à voter Front National. Eh ben oui. Ben oui. Bon, il n'y a pas de tradition révolutionnaire dans ce corps. Non. Ça se saurait. Ça se saurait. Ça se saurait. Bon, alors... Les mecs de gauche n'ont jamais voulu être flics. Il y a bien sûr une police démocratique, républicaine, Ouais, tout à fait. qu'il faut respecter. Mais il y a une tentation et comme on est dans l'ère du temps, du tout sécuritaire, et je reviens à ce que je dis, les problèmes auxquels la société française sont confrontés, notamment la jeunesse de banlieue, cette jeunesse qui est tentée par le djihadisme, qui est tentée par les mouvements fondamentalistes musulmans. Pour combattre cela, c'est l'éducation, c'est l'insertion, c'est l'activité économique. Alors bien sûr, il faut mettre hors d'état de nuire les terroristes. Hein? Mais ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela. C'est une illusion de croire qu'on va résoudre ce problème-là en faisant de la France un État policier. Petite anecdote de rappel. Mai 68 en France. Eh ben oui. Nous discutions, nous, étudiants, Tout à fait. discutions avec les CRS. On discutait très bien avec eux. Mais c'était des paysans souvent. Mais oui, C'était des paysans, Et il y en a- c'était des prolétaires. il y en a qui nous disaient, mais messieurs, on n'a rien contre vous. On comprend ce que vous nous expliquez. Mais nous, on nous dit de cogner, on cogne. Ils exécutent des ordres, en fait. Ouais. Point. La discussion s'arrêtait là. On nous dit de cogner, on cogne. Terminé. Alors, pour revenir un petit peu à la Martinique, cette semaine, vous avez vu ces accidents de camions dans le Nord. Ouais. Et quand les maires demandent, d'ailleurs, il y a une famille de ma commune au Gaumont qui est endeuillée par rapport à l'accident de Sainte-Marie. De Sainte-Marie. De Sainte-Marie. C'est ce monsieur de 53 ans qui est décédé, c'est un Gaumonnais. Donc, condoléances à sa famille. Lorsque les maires du Nord demandent le désenclavement, bon, ça encore, c'est un point de vue, ça fait des années, chaque fois on entend. Comment faire pour désenclaver le Nord? Non, il faut demander ça à Michel. Il faut dire, bon, Michel, on t'a confié une mission. Alors, on avait confié une Est-ce que mission les à Michel. Martiniquais sont prêts? Je vais faire le provocateur. On veut mettre des viaducs. Voilà. Parmi les solutions. Hein. D'accord. C'est quelqu'un de la coalition. Ouais. Bon. Le viaduc à J'ai dit Fond-Lahaye. non, j'ai entendu des maires, de très honorables maires. Le viaduc de Fond-Lahaye, d'accord. Viaduc de Fond-Lahaye. Bon. Pas le pont. Pas le pont. Alors, moi, je dis la chose suivante, en tant que président de la commission des finances, est-ce qu'on accepte de mettre 10 centimes sur le prix des carburants pour alimenter le Fiat?
Tu peux le mettre. De toute façon, à mon avis, ça va être indolore. Bon. Ça va On être sera indolore. obligé Tu de peux le mettre quand même. Ce que je veux dire par cette boutade, parce que c'est une boutade, bien sûr, hein, je n'annonce pas en train d'annoncer l'augmentation de 10 centimes du prix des carburants. On pourrait le croire. Tu connais déjà la presse, hein? Tu connais la presse. À la fin de cette émission, à mon avis, les stations-service seront prises d'assaut. Vous pouvez aller faire de l'essence tout de suite. Alors, ce que je veux dire, c'est que techniquement, quand on discute de cette question avec monsieur tout le monde a des solutions. Le problème, c'est qu'est-ce qui gêne, c'est le coût. Bon. Surtout que la topographie, on a une topographie extrêmement complexe. Alors, je ne suis pas ingénieur. Bon, ce que je peux simplement affirmer, c'est qu'il y a une volonté de prolonger le TCSP et de désenclaver et d'améliorer la circulation sur cette zone. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Les gens qui viennent de Carbet, Casse-Pilote, hein, perdent un temps inouï, en temps ordinaire. C'est infernal. C'est infernal. Alors, effectivement, quand il y a un accident, quand il y a un accident, ça devient... on est bloqué. Mais est-ce que le transport de la marchandise peut se faire par mer? Par mer. Par mer. Ah ben voilà. Est-ce que Alors, ça peut se la faire? solution, alors là, le problème, c'est que, et c'est un dossier qui est, effectivement, le maire de Saint-Pierre, en particulier, je sais qu'il est très ardent à défendre cette idée parce que... Monsieur Rafa. Le maire ou le conseil exécutif? Le conseil exécutif. Non, le maire. Le maire. D'accord. Mais On parle de monsieur Rafa. mais le conseil exécutif aussi, je pense qu'il est acquis à cette solution, c'est que c'est impossible pour les habitants de Saint-Pierre, le passage des camions, etc. Et donc, il faut arriver à se concerter avec les professions. Alors, il y a là un problème de concertation entre des intérêts particuliers qui ne sont pas convergents entre les transporteurs, les camionneurs, la population, et pour trouver des solutions. Mais la vraie solution, c'est le transbordement. Alors, il dit qu'il y a des statistiques. Est-ce que tu as déjà eu des statistiques sur ça? Parce que le transport par barge serait peut-être quelque chose d'intéressant, mais ce que tu dis, c'est vrai, les transporteurs, finalement, il y a vraiment qu'à gagner. Oui, enfin bon, le transport par barge peut être envisagé, mais aujourd'hui, il ne serait pas de toute façon à la hauteur de la demande. Bon, je vous rappelle qu'il y a 800 camions qui passent. Hein. Mais oui. 800 camions qui passent à Saint-Pierre, Voilà. dans un sens ou dans un autre, chaque jour. Et très tôt. Chaque jour. Et très tôt. Vous imaginez ce que ça fait en barge. Bon. Mais ça pourrait désengorger. Ça pourrait, éventuellement. Mais bon, il y a l'impact sur l'emploi, etc. Non, moi, je crois que c'est clair qu'il peut y avoir des accidents, qu'il peut y avoir des blocages et que ça arrive. Bon, mais il ne faut pas exagérer non plus. Le nombre d'accidents de camions dans le nord, Caraïbes, en Martinique, ce n'est pas un camion par semaine, c'est peut-être 3 ou 4 cas dans l'année. Donc, ce n'est pas ça qui va pousser, ça ne devrait pas être ça qui pousse à la construction d'un viaduc, par exemple, à Font-Laillé, ou d'un doublement ou triplement des voies, etc. Ce n'est pas ça la problématique. La problématique majeure, comme le disait Michel, c'est des choix stratégiques globaux du transport en Martinique. Voilà. C'est ça. OK ? Il y a des gens qui disaient à l'époque, de toute façon, ce n'est pas possible de faire 2 fois 2 voies pour aller au Robert. C'est fait. C'est fait. Qu'est-ce qui et quand on a construit la route du littoral, vous vous rappelez, Voilà. il y avait une petite route du littoral Voilà. où, quand on allait trop vite, on tombait. Absolument. On tombait En bas de la falaise. en bas de la falaise. Quand on allait Exact. dans les ponchons musicaux au Carbet, Qu'on dit, mon Dieu, c'est. Et quand on rentrait, à 2 heures du matin. on était obligé de se mettre sur la ligne continue Exact. au milieu pour ne pas perdre. Bon, Ouais, ouais. aujourd'hui, c'est terminé. Ouais. Vous avez vu que les technologies aujourd'hui nous permettent de couper une montagne, voire 2 ou 3 montagnes. Donc, c'est pas ça.
c'est la volonté politique. Voilà. S'il y a une volonté politique et une volonté financière derrière, 10 centimes par habitant. mais c'est rien du tout. Les Les centimes Réunionnais, par litre d'essence. Par litre. regardez ce que les Réunionnais font. Les C'est la route Réunionnais, il y la a plus une chère d'Europe. Hein. Du monde, ceux qui font là. la route la plus chère du Ah monde. oui, là, c'est Ok. dingue. Les mecs sont à 150 millions d'euros du kilomètre. Ouais, Ok. c'est Ici, dingue. il y a des mecs qui criaient parce que c'était, je ne sais plus, le TCSP, c'était, je ne sais plus quoi, 15 ou 20 millions du kilomètre. Là, Ouais. mon gars, Le, 150. le TCSP, c'est au total à peu près 400 millions. Ouais. 400 millions. Il faut rappeler, pour l'essentiel, les collectivités locales. Oui, pour la majorité. Pour la c'est majorité, l'État n'a pas mis un copec. Enfin, très peu. Un Un petit penny. peu, un petit peu. Le FEDER. Le FEDER, Fédéral, Ouais, un petit l'Europe, peu. l'Europe a mis. le FEDER, et dans les collectivités locales, c'est l'emprunt. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, Et l'emprunt d'aujourd'hui, la dette de c'est demain. l'impôt de demain. c'est l'impôt de demain. C'est l'impôt de demain. Oui, Daniel. Il faut rappeler simplement, Organisation globale du transport, que les questions que nous posons, que nous mettons sur la table ce soir, existent depuis au moins 30 ans. Tout à fait. Au moins 30 ans. Il y a- Vous font l'aïe, c'est plutôt 50 ans. Je pense aussi. Je pense. Les bateaux qui allaient en vacances, à aller Clémenté. Ouais. Oui, Petit embouteillage qui tenait Non, là. non. c'est Janimont embouteillage. Ouais. Il y a deux goulots d'étranglement Ouais. principaux, c'est Saint-Pierre, on a dit, et Fonlaï. Ce sont les deux goulots d'étranglement principaux. Comme dit Il y a Eddy, Bellefontaine, hein. il y a Bellefontaine. Bellefontaine, mais Bellefontaine, il non. suffit qu'il y ait un pêcheur qui glisse là avec un poisson. C'était Non, vous avez le type qui coupe le thon là. Mais oui. Le thon là, sur le côté. Si le type fait ça dans la rue là. Le thon pas passer. À Bellefontaine, Songez ça. à Bellefontaine, La falaise. il y avait surtout le problème de la falaise. Ah ben oui. Je l'ai vécu. Ouais, ça a été Un résolu. cyclone, j'étais à fond capot. Conseil général, résolution. Et la falaise tombait. Il a fallu qu'une jeune femme perde sa vie à moto. Exactement. Et une autre en voiture. Voilà. Bon, on a fait des travaux, maintenant il y a une belle grande route. La falaise a reculé. Comme quoi, ou la comme quoi route c'est a possible. avancé. Comme quoi c'est possible. Non, mais Mais il a c'est fallu possible. des événements malheureux pour peut-être que les décisions soient Mais prises. c'est toujours comme ça que les choses avancent. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ce que ces hommes politiques n'arrivent pas à comprendre, mais heureusement nous avons Michel au sein de l'Assemblée, c'est que de toute façon, ce type de travaux d'infrastructure a manifestement, et ça a déjà été largement prouvé, des implications, des conséquences positives sur l'économie à terme. Un type, au lieu de prendre 10 heures pour monter, il va prendre 5 heures. Eh bien, vous divisez tout par deux, ça va beaucoup plus vite. Et puis les entreprises sont plus rentables, Etc., etc. les gens n'arrivent pas en retard au travail, Je ne vois pas. et le gain pour la société. Non, la volonté existe. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des barges. Ouais. Des barges transportées, bon, disons, par voie maritime. Parce que ça existe déjà, on n'en parle pas, mais il y a une bonne partie des matériaux qui sont exportés par barge Voilà. ou qui vont vers le sud par barge, ça existe. Mais, ce que j'allais dire, ça me rappelle le projet qu'il y avait en France hexagonale de mettre les camions sur des trains. Oui, ah ben c'est raté. Donc, s'agirait-il de mettre les camions sur les barges? Oui, il y a oui. il y a deux choix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut faire attention. Les types qui pensent qu'ils vont mettre des camions sur les barges, bon, ça peut être une bonne solution, parce qu'après, une fois que de toute façon vous avez débarqué la barge à Fort-de-France, il faut bien des camions pour emmener Absolument. les matériaux, par exemple, Au Lamentin. au Lamentin ou à Rivière-Salée. De toute façon, il faudra des camions. Mais le choix, il est entre mettre les matériaux sur des barges et les amener à Fort-de-France, ou mettre les camions directement sur les barges. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que les camions, si vous les mettez sur les barges, il faut qu'ils montent. Donc ils vont encore... Il va falloir encore traverser. Mais oui, et donc soit vous embarquez les camions à Fort-de-France, vous les amenez À Saint-Pierre. pour les... Bon, c'est une solution qui est beaucoup trop coûteuse et il y aurait trop d'allers-retours. Tandis que... Et puis des risques, parce que si comme il y a engoulé, Ah, ça, ça coûte beaucoup plus cher à l'assurance. ça coûte très cher. Mais en parlant de ça et des pertes d'emploi, la semaine dernière, il y a des chauffeurs de taxi qui sont venus me voir pour me demander de faire une émission avec eux. Et ils disaient qu'avec cette histoire de TCSP, on ne les a pas écoutés parler. L'un de ces chauffeurs de taxi me raconte que le TCSP qui arrive, on met une gare à l'aéroport. À l'aéroport, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux?
Lui, il est chauffeur de taxi, on ne parle pas des TC, on parle de taxi. Il me dit, mais Mano, Taxi de place. taxi de place. Ils sont à la dernière plénière Ouais. de la CTM, ils sont venus expliquer leurs problèmes. Effectivement, je pense que c'est une question de concertation. Alors, ils disent qu'il faut leur laisser la possibilité de circuler sur le TCSP. Enfin, moi, je ne veux pas me substituer à ceux qui vont discuter de ça, mais c'est un problème si ça n'a pas été fait en amont, ça aurait dû être fait en amont. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre la préoccupation des chauffeurs de taxi de place concernant cette histoire de transport en commun, en fait. Dans tous les aéroports du monde, il y a deux propositions pour un passager, soit les transports en commun, soit les taxis. De place. Quand on fait une étude à Paris sur Paris-Orly, par exemple, ou Paris-Roissy, sur l'usage du taxi, on sait très bien que c'est plutôt les gens qui sont pressés et qui ont de l'argent qui prennent le taxi, et ceux qui ne sont pas pressés et qui n'ont pas d'argent prennent les transports en commun. Ils prennent le car. Et aujourd'hui, est-ce que les gens... Ou le métro. Ou le métro. Ou le Paris-Val, etc. Oui, le Paris-Val. Bon, aujourd'hui, les chauffeurs de taxi qui sont à l'aéroport ne peuvent pas nous dire que les gens qui montent dans leur taxi n'ont pas d'argent. Vous êtes d'accord? C'est d'abord des gens qui ont de l'argent, et ces gens-là, ils ne vont pas prendre le TCSP. Ouais. C'est pas parce que vous avez un TCSP que quelqu'un qui a de l'argent, c'est-à-dire qui a les moyens d'aller plus vite et d'aller où il veut. Parce que vous imaginez un type qui a de l'argent. Attends. Plus vite, pas forcément, Mais avec non, les embouteillages. Plus vite, forcément. Parce que quand vous montez dans un taxi à l'aéroport, il vous dépose devant chez vous. Mais quand vous montez dans un TCSP à l'aéroport, il ne vous dépose pas devant chez vous. Une fois qu'il vous a déposé à la Pointe-Simon, il faut prendre le taxi, un taxi pour aller ou le bus. Ou le bus. Donc un homme d'affaires ou quelqu'un qui est pressé et qui a les moyens de se payer un taxi, il va toujours prendre un taxi, quoi qu'il arrive. Mais il s'imagine que le type va monter avec ses bagages. Vous le voyez? Il monte avec ses bagages. Il a un rendez-vous à Redoute. Il monte dans le TCSP. Le TCSP le dépose Pointe-Simon. à Pointe-Simon ou bien boulevard Général de Gaulle. Qui ça qu'il a fait après? Il va faire un stop pour monter Redoute? Mais ils me disent, mais Mano, regarde ce qui va se passer. Il prend le TCSP à l'aéroport, quand il arrive à Fort-de-France, avec le même ticket, il prend un bus qui l'emmène chez lui. À 21h? Non, il ne m'a pas parlé d'heure. Mais c'est ça, les avions. Mais on regarde l'heure à laquelle les avions arrivent. On regarde l'heure à laquelle les avions arrivent. Alors le type, il arrive à 21h, il va prendre le bus pour aller à Ravine-Vilaine. Jamais de la vie. Mais il faut que les types soient raisonnables. Michel n'est pas de ton avis, j'ai l'impression. Bon, alors, moi, peut-être que je n'ai pas bien compris le problème, mais... C'est la concurrence déloyale du TCSP. Ils disent aussi qu'ils voudraient avoir accès voie réservée. Aux couloirs réservés. Pour aller plus vite, Pour aller plus forcément. vite. Bon. Et ça, je pense que... Bon, je ne sais pas si les aménagements ont été prévus pour cela, et ça, je pense que ça peut se négocier. Si c'est ça, bon, à la limite. Mais dire qu'il faut arrêter, qu'il faut éliminer la gare pas du TCSP... Bon, Ouais, ils sont de pas- l'aéroport, non. Ouais, j'espère. Je les ai écoutés sur RCI un jour. Et j'espère que cette revendication a été abandonnée. Mais faut- ceci dit, c'est une profession quand même qui, depuis des années, subit un problème ils sont en surnombre. Bon. Et d'ailleurs, il y a eu un plan de réduction parce qu'on a, à une époque, ils ont raison de le dire, à une époque, notamment en commune, on a délivré des autorisations de taxi, beaucoup, donc le nombre de taxis fait que le marché est restreint pour eux. Et donc il y a eu une réduction du nombre, mais ils sont toujours en surnombre, c'est ça. Mais ne confondons pas les taxis Oui, collectifs. Non, les deux. Sur les taxis de place, bon, moi j'ai déjà discuté avec un certain nombre d'entre eux, parce que ce sont des gens qui sont de vrais professionnels, notamment quand on les utilise, on utilise leurs services dans les manifestations un peu officielles pour véhiculer par exemple des ministres ou des choses comme ça. C'est des gens qui collaborent et qui sont super pros. Mais Transporter aussi les personnes malades qui doivent aller se voilà, faire bon, soigner. ce sont C'est de un vrais marché pour eux, professionnels. ça aussi. Mais il y a des pistes qu'ils ont du mal à explorer, tout simplement parce que, bon, il faut qu'il y ait plus de jeunes qui arrivent dans la profession, que ça se modernise. Et ce sont des professions un peu compliquées. Regardez ce qui se passe à Paris, par exemple.
ok? Ce qui va toucher les gens ici à terme, parce que bien évidemment la problématique du transport en commun va encore comment dirais-je, se cristalliser et retomber sur encore plus de blocages. Parce que, il faut quand même le répéter ici, le TCSP, ce n'est pas pour les gens qui ont des voitures. Hein. Le TCSP, c'est pour des gens qui n'ont pas de voiture. Contrairement à ce qu'un certain nombre d'élus disent. Ils rêvent quand ils disent, ben, les types, ils vont mettre leur voiture, Ils vont déposer leur voiture. ils vont monter dans la TCSP. Mais oui, mais si le type doit aller à Fort-de-France pour aller à Redoute, puis après à Ravine-Vilaine, eh ben, il ne va pas prendre le TCSP. Ok, c'est clair, s'il a une voiture. Par contre, s'il n'a pas de voiture, il va prendre le TCSP, ça ira 10 fois plus vite. Il y a 150 000 personnes en Martinique qui n'ont pas de voiture individuelle et qui n'ont pas accès à la voiture individuelle. C'est pour eux, et ça va donner une espèce de boom, ça crée un boom économique extraordinaire, cette histoire de TCSP, parce que des gens s'il y a un truc qui vous garantit, vous êtes à Sao, vous prenez un taxi, vous arrivez à Mao, vous savez que toutes les 10 minutes, il y a un truc qui vous amène à Fort-de-France, qui vous ramène à Mao. Eh bien, vous descendez de votre campagne. Vous n'avez pas de souci. Mais la piste sur laquelle il faut qu'ils réfléchissent, ces fameux taxis de place, c'est le taxi que l'on commande avec son téléphone. Il y a Martinique Taxi qui existe, mais pourquoi seulement à Fort-de-France? C'est une coopérative. Il faut aller... Qui se trouve à Terre-Serville. Voilà, il faut développer ça. Et il y a une place énorme pour l'ex-hôpital civil. Pour cette profession. Parce que sinon, ça va être comme dans tous les pays du monde. Vous aurez des VTC, vous aurez des VTC et vous aurez Uber en Martinique. Ouais. Voilà. Parce qu'à 23h30, vous voulez aller descendre à Fort-de-France, vous faites quoi? Il n'y a pas de taxi collectif, il n'y a pas de taxi collectif. Et la demande n'existe pas à 23h30? Mieux, il m'est déjà arrivé de rentrer des États-Unis par l'avion qui arrive à 22h30. Je me retrouve à l'aéroport, il n'y a pas un taxi. Non, mais tu as ta limousine qui t'attend. Hein. Ah non, j'ai pas ma limousine. Mon chauffeur était parti. Il était en vacances. Mon chauffeur n'était pas là. Alors, question de mots. Quand tu dis quelqu'un a besoin de descendre à Fort-de-France, je comprends. Hein. Quand on va aller à Saint-Pierre ou bien on descend à Saint-Pierre. On monte à Saint-Pierre. On descend de Saint-Pierre. Non, mais ça c'est la chanson. Ça c'est les gens de Morneau-Rouge qui disent. Oui, parce qu'on dit. Et c'est vrai qu'on va au Gomon de Fort-de-France, on dit qu'on va monter. C'est pas monter, on va monter. Oui, mais je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas si c'est pour ça en fait. J'ai l'impression que c'est le fait de venir à Fort-de-France, tout le monde dit je vais descendre en ville, je vais descendre Fort-de-France. Oui, mais Fort-de-France c'est dans une cuvette. Moi je crois que la majorité des Martiniquais à l'époque habitaient dans les Mornes. Dans les Mornes, tout à fait. Parce que la ruralité était une réalité. L'urbanisme, c'est la fin des années 60 et puis les années 80, quoi. Aujourd'hui, la majorité des Martiniquais habitent dans une ville. Dans une ville, ouais. Mais dans les années 40-50, ce n'était pas le cas. Donc ils descendaient, forcément ils descendaient physiquement, ils descendaient. Non, mais j'ai dit ça. Je ne sais pas si c'est forcément lié à la géographie. Parce que je me place sur le plan français hexagonal. Le type qui sort de Savoie. Ouais, il dit je descends à Paris. Non, je monte à Paris. Ah oui, je monte à Paris. Je monte à Paris. On monte toujours à Paris. Et parce que Paris est au nord. Non, parce que Paris, c'est... En Lillois, pas qu'à dire je monte à Paris. Le Lillois dit je descends à Paris. Ouais, donc c'est pour eux, c'est ça. Non, parce que Paris, c'est la capitale. Mais oui, mais oui. Voilà. Non, mais Exactement. j'ai parlé de ça parce que je me rends compte que c'est vrai qu'on utilise des mots. Depuis que je suis enfant, j'entends ça. Hein. Et puis ça se perpétue, et puis on continue à le dire. Et puis voilà, et les gens ne prêtent peut-être pas forcément attention à ça. Absolument. Alors, Michel, 100 millions de prêts pour la CTM. Patron des finances. On dit bravo. Ben oui, Enfin. Oui, enfin. En tout cas, ma première réaction, c'est de dire que... Ça te soulage quand même, en tant que président de la direction de la commission des finances. Disons que nous avions inscrit ça dans le budget. Un peu plus quand même. Hein. 125 millions. C'était le prêt obligataire, ça c'est autre chose. Non, l'emprunt obligataire, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est 400 millions. Bon, l'emprunt, c'est 125 millions pour faire face
aux investissements, à la relance de la commande publique, etc. etc. Bon. Mais ceci dit, ça se négocie. L'explication, c'est que ça se négocie et le président de la collectivité n'a pas voulu faire appel à des banques commerciales, il a voulu faire appel à un établissement public. Alors, toi qui es au sein du système, dis-nous, quel est le coût? C'est quoi le taux? Alors, le taux de cet emprunt, c'est 2,47% de mémoire, et donc c'est un taux très bas, et sur 20 ans. Donc, et puis alors, la deuxième opération, c'est la renégociation d'une partie de la dette ancienne des ex-conseils généraux du Conseil régional de 98,5 millions, qui a été réaménagée, donc avec un allongée, et on a abaissé le taux de 4 et quelques pourcents à 1 et quelques pourcents. Donc, excuse-moi, il faut dire aussi aux particuliers qu'ils peuvent le faire, hein, faire un rachat de crédit. Tout à fait. Parce que c'est pas une question de mode, mais ça permet de gagner Il faut renégocier. Allez-y, Allez-y, ces temps-ci. Ils sont obligés de baisser le moment d'y aller. C'est une négociation ardue. Ouais. Parce que, on a d'un côté, on dit, voilà, les taux sont très bas, les taux de la BCE sont très bas, et il y a même des taux négatifs. Négatifs, ouais. Et de l'autre côté, le banquier vous dit, oui, mais moi, vous me dites de parler des taux maintenant, mais je ne sais pas ce qu'ils seront dans 10, dans 15, dans 20 ans. C'est vrai. Bon, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que, s'agissant d'une banque publique, on a pu obtenir des taux fixes. Donc, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de prêt toxique, comme ça a eu lieu dans certaines collectivités que je ne nommerai pas, mais qui sont dans la centralité de la Martinique. Oui, on voit. Tu ne parles pas de gros monde. Non, il est plus près de Fort-de-France. Donc alors, ça va rapporter, quand même, cette opération que le président Marie-Jeanne a menée avec Miguel Laventure, ça permet aux Martiniquais de gagner 8 millions par an, quand même. Ils économisent. C'est-à-dire, le montant du remboursement de la dette va diminuer de 8 millions. Donc si, pour faire un tout petit peu de provocation, Michel, donc sur 4 ans, ça fera 32 millions. Tout à fait. Donc vous allez pouvoir construire le viaduc de Font-Laye, qui devrait coûter aux alentours de 30 millions. Donc prends ces 30 millions-là, tout de suite, et dis au Alors, c'est peut-être pas notre job de faire ça, mais si on peut expliquer aux téléspectateurs que cette histoire de taux fixe et taux variable. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des prêts qui ne savent pas ici n'importe quoi et qui ont des surprises d'ailleurs. Alors, les taux variables, c'est des taux qui étaient indexés sur un panel, notamment, principalement sur le rapport de la parité du franc suisse et du dollar. Et c'est ce qui explique qu'à un moment donné, les taux ont eu tendance à monter, et c'est ce qu'on a appelé à un moment donné les prêts toxiques. Prêts toxiques, oui. Notamment de Dexia, et aussi certaines banques commerciales, que je ne citerai pas. Mais beaucoup de banques commerciales. Beaucoup de banques commerciales, et notamment les collectivités, beaucoup de collectivités ont été plombées dans cette histoire. Et bon, elles ont poursuivi d'ailleurs Dexia, elles ont poursuivi les banques, parce que, en gros, il y a des dispositions du Code monétaire et financier qui imposent que l'on doit quand même indiquer le taux réel auquel on doit payer un emprunt. Bon, on a obtenu, ces banques-là, on pourrait négocier de certaines collectivités, puis l'État, Bercy, a volé au secours des banques, a préféré prendre une partie seulement du coût de ces prêts toxiques en leur rétrocédant aux communes, et a demandé à beaucoup de communes d'abandonner les poursuites, et bon, en invoquant des clauses juridiques, etc. Enfin bon, moi je pense qu'il y a quand même un maire communiste qui continue dans la région parisienne à poursuivre, et je pense qu'il va gagner son procès contre Dexia et d'autres banques. Mais ce que nous avons négocié là, c'est que nous avons des taux fixes. Des taux fixes, ça c'est important. C'est important. Bien. Oui, Daniel. Non, je voulais demander à Michel, comme d'habitude, d'expliciter les sigles. Alors attends, tu as parlé de la BCE, tu vas dire ce que c'est. Alors, la Banque Centrale Européenne. Voilà, et tu dis que les 100 millions de prêts ont été négociés avec l'AFD. Alors, l'AFD, c'est l'Agence française de développement, Voilà. qui est l'ancienne Caisse centrale de coopération économique, ouais. qui est en gros le bras armé du gouvernement français en matière de politique de développement dans le monde. Et c'est un établissement public.
Bien, Eddy. Bon, je vous donne quand même le chiffre hein, sur les camions à Saint-Pierre. Non, parce que Ça rien, non, c'est bien, oui. c'est bien. Oui. Un camion traverse la ville de Saint-Pierre toutes les 2 minutes 30. OK? Donc en jour ouvrable, hein, du lundi au vendredi. Et c'est issu du rapport de la DUAM 2015, transport et déplacement en Martinique. Voilà. Mais c'est- Alors, Toutes les 2 minutes 30. alors, Les 2 minutes 30 dans un sens ou dans Les l'autre. pauvres habitants de Saint-Pierre. Imaginez Alors, les mondes justement. 800 camions, c'est ça. C'est Ouais, 800 alors. camions. je sais qu'à Paris, je crois que les avions n'ont pas le droit de décoller ou atterrir à partir d'une certaine heure pour permettre aux riverains de dormir quelques heures. À Tout à fait. Saint-Pierre, Peut-être qu'à c'est Saint-Pierre, réglementé aussi. c'est réglementé aussi à Ouais, Saint-Pierre. mais bon, D'accord. ils leur ont donné comme début 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ma capote, c'est qu'il y a un lot de monde qui a dormi à 4 heures du 4 matin. heures du matin. Ah non, mais c'est Ou qui sont La occupés par Rallye autre chose. Tremblay. Ou qui sont occupés par autre chose. c'est un vrai problème pour les Ah habitants oui, de Saint-Pierre. ah oui, ah oui. Ce sont des nuisances épouvantables. Alors, Il suffit de mettre une taxe sur les camions parce que 800 fois 10 euros, ça fait déjà 8 000 euros par jour. Ça fait un moment, il y a quelqu'un sur Roquette là à 8 000 euros par jour. Hein. tu es en train de donner une idée au j'ai- président de la j'ai- commission. J'ai quelqu'un à mes côtés. C'est grâce à cette émission que ce pays avance. Hein. Mais vous vous rappelez, Non, on l'a taquiné. On lui a dit, mais Michel, au-dessus, on pourrait en passer. Mais c'est ça. un point Non, de mais budget. ma- Nous taquiner, nous taquiner. regardez, Michel. Il y a les Wachamé, il dit jamais, faut nous signer ça parce que c'est quand même. C'est Remontez-moi. Non, mais, de point de vue là, monsieur, c'est un beau français. Parce que s'il y a un pays où il y a l'imagination pour créer des taxes, c'est bien la France. Mais la France est un des pays les plus riches du monde. Hein. C'est bien parce qu'il y a des impôts. Hein. C'est parce qu'il y a pas parce beaucoup de qu'il y a du taxes. pétrole. Hein. C'est parce qu'il y a des Il y a taxes. des taxes. Ah ouais. Alors, la liquidation de l'AFPA, enfin, c'est décidé, le tribunal a tranché. Ah oui, c'est fait. C'est liquidé. C'est fait. Alors, c'est l'AFPAM, d'après ce que de. Ça, c'est le nouveau. l'IFMPA. Ouais. Et Daniel Marissette me disait qu'il fallait mettre M derrière pour Martinique, Oui, parce non, que bon. c'est un organisme qui existe partout. enfin, en France. Ça n'a rien à voir avec l'AFPA française. Voilà, c'est ça. Donc il disait qu'il fallait rajouter le M derrière. Oui. C'est 12 millions. Est-ce que dans ça, les 130 salariés vont retrouver leur boulot? C'est pas sûr. C'est-à-dire que, bon, l'objectif, c'est ça, quand même. L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que cette liquidation se fasse avec le coût humain le plus faible. Hein, c'est le challenge. Parce que, malgré tout, nous partons d'une situation qui était quand même économiquement très dégradée depuis quelques années, quoi. Mais bon, c'est pas Par propre à la Martinique, parce qu'en 2009, il y a eu une liquidation de l'AFPA en Guadeloupe, et la région n'avait pas fait grand-chose pour essayer de conserver cette AFPA, puisque c'était une situation qui était aussi dégradée que celle de la Martinique, avec des dettes, enfin, un endettement extrêmement lourd, mais surtout un endettement fournisseur. Et puis aussi un endettement sécu. Surtout sécu. Charge sociale. Parce que les 12 millions-là, à mon avis, c'est l'essentiel. Ouais, ça c'est doit des être charges sociales. C'est des charges sociales. Mais, donc, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Est-ce que sur des prérogatives qui sont des prérogatives publiques, on laisse faire, on laisse un certain nombre d'organismes, on va dire, s'auto-gouverner, et puis créer de l'endettement, avoir un positionnement qui n'a rien à voir avec le marché. Parce que soit vous êtes dans le marché, soit vous êtes dans le public. Si vous êtes dans le public et vous êtes l'émanation d'un organisme public, il est parfaitement normal que vous soyez peut-être un peu plus cher, peut-être un peu plus, comment dirais-je, exigeant, sur la qualité, etc. Et puis derrière, vous avez des financements. Mais si vous êtes à la fois dans le privé, c'est-à-dire concurrentiel, et dans le public, ben vous êtes mort. Vous êtes mort. Ouais. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Je suis en train d'écrire ça pour ne pas l'oublier. En Guadeloupe, la, entre guillemets, liquidation de l'AFPA ne s'est pas faite sans dégâts humains. D'accord? Donc, c'est pourquoi on dit ici qu'il faudrait que ça se fasse sans ces mêmes dégâts humains. Tout à fait. Bon. Il ne faut pas seulement considérer le cas des 130, 127 ou 130 salariés. Il y a aussi les stagiaires.
L'AFPA, c'est quoi? C'est un organisme formation. c'était un organisme de formation. Comme ce qui remplace l'IFMPA, c'est un organisme de formation. Il y a donc des stagiaires qui ont déjà débuté une formation, puisque les formations sont plus ou moins longues. Alors, évidemment, on a arrêté depuis un certain temps le démarrage de nouvelles formations, mais il y en a qui continuent. Et Ils ont des examens à passer. l'AFPA actuelle continue son activité jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre. Tout à fait. C'est ça qu'il faut dire aussi. D'accord? Bien. Mais bon, je crois qu'il y a quand même, sur un plan politique, bon, en dehors des attaques, parce que bon, ça donne toujours lieu à des polémiques, c'est à cause d'État, c'est État qui fait, enfin bon, on retrouve ça sur pas mal de sites, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a un consensus, à mon avis, relativement sincère, de tous les politiques qui sont autour du dossier pour faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et à la fois la majorité et l'opposition, à mon avis, notamment dans les commissions, se disent que bon, c'est un dossier qui est transversal, qui est purement apolitique et que tout le monde a à gagner à ce que le nouveau Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes qui remplace l'AFPA puisse démarrer le plus vite possible. Absolument. Mais là encore, il faut faire un choix, un vrai choix. Est-ce que c'est un truc qui est concurrentiel, c'est-à-dire qu'il va être concurrencé par des organismes privés? Non. Ou est-ce que c'est un organisme public? Non, il aura une mission de service public. Point. Donc il n'aura rien à craindre. Ce sera un satellite de la CTM. Il n'aura rien à craindre il n'aura pas à craindre une éventuelle baisse de ses subventions. Puisque le papa ou la maman de ce truc-là sera la CTM. La CTM. C'était pas vraiment ce statut qu'avait l'AFPA. C'est ce que nous avons voté à la dernière plénière, là. Nous avons voté les statuts, et nous avons voté également un crédit d'amorçage qui est de l'ordre de 2,8 millions. Oui. Il va falloir augmenter ça. Pour permettre le démarrage. Oui. D'autant que l'AFPA, comme son nom l'indique, comme le A l'indique, c'était une association loi 1901. Tout à fait. Ce qui était déjà C'était un bizarre. C'était un truc bâtard. Mais parce C'était que bâtard. Non, mais parce que ça a été créé à l'époque, il y a Voilà. 50 ans. Voilà. Tandis que là, on est sur un établissement public. Voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc il n'aura pas, en fait, peut-être sur une toute petite partie, se débrouiller, parce que c'est ça le problème, pour trouver Des compléments. des compléments de recettes. de financement. Mais vous ne pouvez pas vous débrouiller pour avoir des compléments de recettes quand vous êtes plus cher que la concurrence. La concurrence. Ben voilà. Voilà. Alors, la 4G en Outre-mer, l'arrivée de fruits à la Martinique. Est-ce une bonne nouvelle pour nos consommateurs? C'est une très mauvaise nouvelle pour Orange, Digicel et SFR. Et SFR. C'est vraiment une très très mauvaise nouvelle. Il me semble que Free avait déjà tenté de s'implanter, non? Enfin, il y avait On en parlait, des oui, rumeurs, mais mais aujourd'hui, c'est... Vous avez vu le prix des abonnements de fruits en France, là? Ben, c'est Alors, peut-être- certains même aujourd'hui prennent des numéros là-bas avec la fin du rouble. Oui. Donc il y a tout à beaucoup fait. de Martiniquais maintenant qui prennent des numéros carrément Directement là-bas. en France. Et Oui, c'est vrai. du coup, comme ils ne paient pas le rouble, ils ont des trucs moins chers qu'ici. On est la vache à lait. On est la vache à lait des opérateurs, j'allais dire nationaux, en particulier Orange. On sait que la marge nette d'Orange est fortement constituée de la marge nette d'Orange Caraïbes, et ça depuis plusieurs années. Donc, les gens d'Orange nous disent que il y a des raisons. Bon, on va pas remettre ça en cause. C'est un opérateur historique qui a investi. Et qui a beaucoup investi. Plus d'1 milliard d'euros. Donc Bon. il faut faire du retour sur Non, mais les autres se sont un peu comme des merles de Sainte-Lucie. Ils viennent faire leur nid dans le nid de l'autre. Ils n'ont pas investi. Bon, c'est très bien, c'est une opération qui a été, dans le cadre de la libéralisation du marché, qui a été menée. On ne va pas revenir là-dessus, mais il faut quand même rappeler ça. Ouais. Et l'opérateur historique, c'était France Télécom. Et c'était une entreprise qui était à la pointe de la technologie et de l'innovation. Et de l'innovation. Qui est toujours. Bon. Mais bon. En tout cas, le consommateur martiniquais oui, sera content, non, je parce pense. que c'est pas très compliqué. Pour un même produit, grosso modo, pour un même produit de base, on est ici à 69 € par mois. Je parle de téléphonie mobile. Le même produit à Paris, il est à 39 €. Ouais. Donc, Et vous chez, imaginez- et chez Fruits, sans faire de la publicité, il est en deçà de 20 €. Oui, voilà. Donc, Et de la marge.
les niveaux de marge vont baisser de manière sévère et nous aurons la possibilité de téléphoner, en fait d'avoir des abonnements. Parce que l'une des particularités du marché antilo-guyanais, c'est que la très grande majorité des gens qui utilisent un téléphone n'ont pas d'abonnement. Oui. Ils prennent des cartes, Des cartes prépayées, ce qui nourrit encore plus la marge. Parce que vous imaginez bien que ça coûte beaucoup plus cher de prendre des cartes prépayées que d'avoir un abonnement. Donc ces gens-là vont pouvoir passer à l'abonnement. Enfin, bien évidemment, accéder à des tarifs qui seront beaucoup plus faibles. Alors, est-ce que le roaming est véritablement, c'est vraiment la fin du roaming? Est-ce que c'est déjà Non. Et à mon avis, le roaming, la fin du roaming a été remise en cause par la Commission européenne. Ça n'a pas été voté, ça n'a pas été mis en place. Parce qu'il y a plusieurs opérateurs qui ont attaqué le roaming. Parce que les opérateurs les plus puissants peuvent se passer de cette recette-là. Mais l'Europe, c'est 27. Enfin, 28, jusqu'à ce que... jusqu'en mars 2017. Donc 27, il y a des petits opérateurs qui disent, mais attendez, vous êtes gentils. Moi, il y a des types qui viennent prendre un abonnement en Bulgarie, ils sont français, ils prennent un abonnement en Bulgarie, et puis ils téléphonent en France toute la journée. Ouais. Moi, opérateur bulgare, je dois donner de l'argent à Orange. Je ne peux pas. Donc c'est ça. Orange n'a pas de problème. Les types vont en Bulgarie, ils restent 2 semaines. Orange paye l'opérateur bulgare. Mais la masse des ouvriers, les fameux ouvriers DJ, je ne sais pas comment on les appelle, les plombiers polonais. Les plombiers polonais. Le type, il prend un abonnement en Pologne alors qu'il vit en France 9 mois. Il détruit l'opérateur polonais. Ouais. Donc, ils ont attaqué cette décision de la Commission européenne et la décision n'a pas été votée. Elle a été votée, mais elle n'a pas été mise en pratique. Voilà. Donc, on nous prie toujours là. Pour l'instant, l'histoire du roaming, c'est pas fini. Ouais. Ouais. À mon avis, ça va être un roaming France. On n'aura plus de roaming France, mais dès qu'on sortira du territoire français, on ira en Allemagne, le roaming va être établi. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens que quand vous avez la liberté, la possibilité d'appeler depuis votre téléphone sans changer quoi que ce soit en Allemagne alors que vous êtes un citoyen français, l'opérateur allemand taxe votre opérateur français du décalage de coût. C'est ça et il nous le faisait payer. Maintenant que nous n'aurons plus à le payer, il faut bien que quelqu'un le paye. C'est l'opérateur c'est les opérateurs, il y aura une espèce de chambre de compensation entre opérateurs. Bien. Et pour terminer, une bonne nouvelle, c'est la fin de l'épidémie de Zika. Oui, alors attention. Attention. Parce que j'ai bien entendu les mises en garde, et à mon avis, elles sont bienvenues. Fin de l'épidémie de Zika ne veut pas dire disparition du moustique qui a produit le Zika. Et du virus. Et le virus, disparition du virus. Le virus continue à circuler. Le virus est toujours là, il circule. Et puis le fameux syndrome De Guillain-Barré a quand même fait des ravages. Il a fait des ravages. Je connais, on a un camarade de la chorale qui a passé 6 mois à l'hôpital. Oui, c'est un truc neurologique. C'est incroyable. Mais voilà une nouvelle. Tu es dans une chorale. Mais tout le monde sait ça. Bien. Tu sais que toi, tu l'apprends, mais Je l'apprends. tout le monde sait ça. Je l'apprends. Les téléspectateurs de cette émission savent depuis très longtemps que nous avons un maître S choral, chant choral. Alors, Depuis 1960. Alors, revenons un petit peu sur cette histoire de moustique. oui. La mondialisation, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et pour avoir échangé avec un certain nombre de spécialistes de la médecine locale, et après avoir interviewé l'un des responsables du service de l'actuel CTM de démoustication, il y a de fortes chances que de nouvelles maladies transmises par les moustiques fassent leur apparition. Puisque à l'époque où je fais l'interview, le type que j'ai en face de moi me dit, vous savez, il y a plusieurs maladies, dont le Zika, on parle du Zika. Eh bien, 1 an plus tard, Zika. Mais il y a la maladie du Nil, Oui. et puis il y a des maladies très classiques, la fièvre jaune, le paludisme. Le paludisme peut revenir. Le paludisme peut revenir en Martinique à n'importe quel moment. Et là, on ne va plus rigoler.
Là, le paludisme tue 2 millions de personnes par an dans le monde. Hein. Là, on va arrêter de rigoler. En 2016. Oui, chaque année, les moustiques tuent largement plus de gens que la guerre. Hein. Voire que la route. Que la route. Non, un moustique, c'est le tueur, c'est le plus grand tueur de l'histoire de l'humanité, c'est le moustique. Alors, ce qui veut dire, en clair, que, comme l'a dit notre collègue du progressiste, c'est qu'il faut continuer à tuer les moustiques. Voilà. Oui. La fin de l'épidémie ne doit pas, dire signifier que, la fin de la vigilance, Le relâchement. pour éradiquer les gîtes où se reproduisent les moustiques. Alors, le problème, c'est les choix. On parlait de volonté politique. Il y a des pays qui ont fait des choix. Par exemple, les États-Unis viennent de faire un choix de la lutte génétique. Le Brésil a fait le choix de la lutte génétique. Comment on a éradiqué le paludisme à Fort-de-France ? 1946, hein. En 1946, donc il n'y a pas très longtemps, Ah ouais. dans les rues de Fort-de-France, vous pouviez vous choper le palu ou la fièvre jaune. Ouais. Bon, ben, les types, ils ont balancé du DTT, DDT. comme si on lâche. Vous savez, les petits avions là, c'était pareil, c'est le même truc. Donc, et le DDT est quand même un des poisons les plus redoutables en matière d'élimination des bestioles. Et des gens, des dizaines de milliers de gens ont respiré cette cochonnerie-là. Donc, il y a de fortes chances qu'il faille choisir entre les fameuses deux méthodes, parce que c'est pas en versant, ce n'est pas qu'en renversant l'eau des bacs à fleurs qu'on va lutter contre le moustique. Il faut que les hommes politiques puissent commencer à se dire, il faut qu'on fasse des choix politiques forts en matière de lutte antivectorielle. Donc, est-ce que, par exemple, on fait de la lutte génétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des mâles, on modifie génétiquement les mâles pour que quand ils s'accouplent avec les femelles, les petits moustiques puissent mourir, des formations, enfin, ce que vous voulez, ils meurent, donc les femelles ne reproduisent pas autant de moustiques et le moustique finit par disparaître. Mais là, il y a des risques, il y a peut-être des risques de mutation, etc. Ou alors, on dit aux gens de porter un masque, Ouais. on balance du DDT pour tuer les moustiques de manière dans les villes, puisque nos moustiques qui portent... Ce sont des moustiques urbains. Ce sont des moustiques qui vivent Bocaïnou, à Dancaïnou. C'est Nouranouriyo. Pourquoi ça t'a fait sourire, Michel? D'accord. Quand j'ai parlé d'accouplement de moustiques, Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Ouais, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel, merci. Michel, Lydie, merci beaucoup. Ouais. Une fois de plus, de porter l'information à nos amis téléspectateurs. merci à Zouk TV quand même, depuis Mais c'est des grâce années, à de vous, contribuer à cette dispersion de l'information, À Merci l'éradication de l'ignorance. de l'ignorance. Ah, ça, c'est joli, ça. C'est joli, hein? Ah, oui, ça, c'est joli. Ça vient de monter là, comme Oui, ça. oui, oui. Zouk TV, L'éradication le de DDT l'ignorance. du paysage, Voilà, c'est le DDT qui m'a fait penser à ça. du paysage médiatique. Bon week-end, messieurs. Bonne messe pour ceux qui vont à la messe, ma foi. Hein. Bon week-end. Et puis on se voit la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci ok, beaucoup. merci. Absolument. Ciao, ciao.